Maman, ça va? Oui, bonjour, ça va, merci. Bienvenue dans Meta Raconte, ça va, pas stressé? Ça va maintenant. Ça va maintenant? Oui, ça va. Ouais, ok. Je suis Grady Kamba Mbaya, mariée, mère de 2 enfants. Présentement, je poursuis mes études en business d'administration, en 2e année de licence au Leadership Academia. Et aussi, en même temps, je suis une femme d'affaires. Je suis dans des petits business. Voilà, et c'est comme ça que j'évolue pour le moment. Quel business? Je suis dans la restauration. Oui, voilà. Okay. Dans les activités, j'ai un service traiteur qui œuvre dans les mariages, les fêtes, les anniversaires, ça dépend. Comment ça s'appelle? C'est Biloubou. Biloubou. Oui. Ah, d'accord, ça a l'air bon. Hein? Oui, très bon. C'est bon. Donc, tu fais très bien la cuisine? Oui, très bien. Mon mari, déjà, il s'appelle Glody Mbaya. Ça fait 6 ans depuis qu'on s'est rencontrés, plus de 6 ans d'ailleurs. Alors, on s'est rencontrés au travers d'une amie qui est jumelle. Alors, je dirais les 2 jumelles, je les aime beaucoup. Mais plus précisément une, parce que c'est au travers de sa relation amoureuse que j'ai rencontré mon mari. Alors, mon mari était ami à son chéri de l'époque, ils ne sont plus ensemble. Et c'est comme ça que pendant leur rencontre, un jour j'étais là, puisque c'est mon amie, on traînait ensemble. Un jour j'étais là avec elle et mon ami était aussi, l'ami de son chéri était aussi là. Du coup, dès le premier jour, il m'a appréciée, mais malheureusement, moi j'étais déjà dans une autre relation en ce moment-là. Et vraiment, je le calculais même pas du tout. Je suis rentrée chez moi, mais lui, il est resté tourmenté, ma copine. Voilà, il y a cette fille-là que j'aime beaucoup. Je veux vraiment la rencontrer et voir ce que ça peut donner. Et c'est comme ça que les choses avançaient. Mais moi, je rejetais tout parce que j'étais dans une autre relation. Je visais vraiment quelque chose d'autre. Et c'est comme ça, après un moment, je ne sais pas si c'était ses prières, mais comme il l'a toujours dit, parce qu'il n'avait jamais baissé les bras. Et c'était fini avec cette relation-là. Et c'est comme ça, quelques temps après, on a commencé par une amitié. Et c'est là même qu'il me rappelle, il me dit, bah, tu vois ce que je te disais, peut-être qu'on va aller vraiment sur quelque chose de sérieux. Peut-être qu'on va vraiment aller sur quelque chose de sérieux parce que je disais toujours à ta copine que c'est une anecdote qu'il disait souvent, ce n'est pas parce que dans un match de foot, il y a un gardien que le but n'entrera pas au filet. C'est comme ça que j'ai rié toujours. J'ai dit, bon, on verra bien, on verra bien. Et après un moment, tout est parti comme ça. Comme l'amour, on le contrôle pas. Je suis tombée amoureuse aussi de lui parce que c'est un bon homme, c'est un bon monsieur. Et voilà. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, on a 2 enfants et on continue d'évoluer. Oui, je crois qu'on parlera forcément de ma grossesse avant le mariage. C'était en 2019. Oui, en 2019 que c'est arrivé. Un bon jour comme tous les autres jours, je suis allée le voir parce qu'il était déjà chez lui. J'arrive, je frappe à la porte, il ouvre et puis il me dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais tu te vois pas? Je dis, si, mais alors? Mais tu n'es plus la même. J'ai dit, comment ça, je suis plus la même? Je suis toujours moi. Il me dit, mais en fait, si tu es toi, mais tu ne ressembles plus à ce que tu étais avant. Je crois qu'il y a quelque chose. Tu es enceinte. Je dis, non, c'est pas ça. Je ne suis pas enceinte, j'ai peut-être pris du poids et voilà, c'est normal. C'est un temps, ça va passer. Vraiment, moi, je ne savais pas. Et comme ça, et même à la 2e grossesse, c'est toujours lui qui voit mes grossesses. Et alors, à la première, je me suis dit, bon, j'essaye de te croire un tout petit peu. Je vais faire le test pour confirmer. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait les tests et on m'a dit que c'était vrai. J'étais enceinte. Alors, je ne vais pas vous mentir, en ce moment-là, il y avait plein d'idées qui rôdaient dans ma tête. Déjà que je sors d'une famille chrétienne, je me disais, on va me tuer à la maison. J'étais encore en train d'étudier. Et alors là, je me dis, comment je vais annoncer à mes parents? C'est compliqué. En tout cas, je vous dis la vérité, je pensais vraiment à un avortement. Je me dis, il faut que j'avorte.
c'est moi qui ai proposé en premier à mon chéri d'avorter. Et lui me dit, mais tu es sûre de faire ce que tu veux faire? J'ai dit, en tout cas, désolée, mais je suis sûre parce que dès que je dirais ça à mes parents, surtout ma mère, elle va me tuer. Elle préfère me perdre que je sois enceinte. Et c'est comme ça que je lui dis, oui, je vais le faire. Et lui me dit, je pense pas que c'est une bonne idée. Alors pour ça, je le remercie beaucoup parce qu'il m'a vraiment sauvée d'une grosse bêtise. Avec les valeurs chrétiennes que j'avais, je pense pas que c'était digne de penser de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'il m'a convaincue, je dirais, à garder cette grossesse. Et je l'ai gardée et j'ai accepté ça finalement. Parce que déjà avec les valeurs que j'avais, je pense que c'était juste le stress, la peur qui me faisait penser de cette manière-là. Et après, quand j'ai compris que c'était pas du tout bien de faire ça, je suis revenue à la raison et on a gardé cette grossesse. Et elle est allée jusqu'à 9 mois. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première fille. Il faudrait dire aussi que c'était pas facile d'annoncer aux parents cette nouvelle. Oui. Arrivée chez les parents, j'étais là pour les parler, mais ma bouche ne s'ouvrait pas. Ma bouche ne s'ouvrait pas. D'abord, tu es quantième de la famille? Je suis deuxième et cadette. On n'est qu'à 2 chez nous. Ah, d'accord. Oui. Ok, c'est une fille qui est avant toi? Oui, une fille toujours. Okay. Et du coup, d'ailleurs, je me disais, voilà, j'ai une grande sœur qui est un exemple et moi, voilà la deuxième et c'est moi qui commence à faire les bêtises. Alors, c'était pas du tout facile. Et comment c'était lorsque tu as annoncé aux parents? Lorsque j'ai annoncé aux parents, comme je le savais, ma mère allait toujours mal prendre la situation plus que tout parce que c'est comme ça chez nous. Papa, il prend sa place des papas, mais il est quand même assez compréhensif plus que maman. Maman, c'est le genre de femme, on est chrétien, donc pas droit aux bêtises, pas droit à quoi que ce soit, droite jusqu'au bout. Et dès que je l'ai annoncé, elle a même failli faire une crise. Elle a fait une crise de tension d'ailleurs. Elle a fait une crise de tension et juste après, parce qu'il faudrait signaler que c'était juste pendant le décès de sa maman que je l'ai annoncé cette nouvelle. On n'avait même pas encore enterré sa maman. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a fait la crise. On a essayé de réparer ça. On a ensuite parlé. Parce que c'est quand même quelque chose que j'aime aussi chez ma maman malgré toutes ces tensions. Quand elle redescend, elle a toujours ses valeurs chrétiennes. C'est une maman qui sert à l'église. Alors elle aussi par la suite, elle est revenue à la raison et on n'a pas eu le choix. Elle a convaincu papa d'accepter ça. Et c'est comme ça que tout est parti. L'ambiance familiale, la grossesse, on attend un petit bébé, une merveilleuse personne et jusqu'à sa naissance. Ma famille à moi, la famille biologique, je dirais qu'elle était un tout petit peu alertée pendant l'annonce. Mais juste après, j'ai une famille vraiment soudée. Déjà qu'on n'est qu'à 2 comme enfants et 2 parents, ça ne fait que 4. Donc on n'a pas trop d'avis contraires. Dès qu'il y a un truc, on essaye de se concerter, on s'entend et on évolue. Mais je dirais plutôt que c'était au niveau de la famille élargie qu'il y a eu beaucoup des critiques. Voilà, en fait, c'était comme si toute la famille se retournait vers la nôtre. Là, c'est la famille maternelle. Parce qu'on est un tout petit peu plus attaché à la famille maternelle que paternelle. Du coup, c'est toute la famille maternelle qui se tournait vers maman pour la condamner, comment c'est arrivé. Il y a certains qui ont même peut-être remis en doute l'éducation qu'elle nous a donnée. Alors, c'était déjà pas facile pour moi de voir ma mère se sentir dans cet état-là. Voilà. J'ai même perdu le bout de la question. Et ta grande sœur, comment elle a... Enfin, à qui tu vas annoncer en premier? La grande sœur ou directement maman? Oui, ça c'est un bon point à signaler parce que c'est ma grande sœur. C'est à elle que j'ai dit en premier. Mais qu'elle n'était pas à Kinshasa. Parce que même présentement, elle ne vit pas ici, elle est en France. Du coup, certes, elle était au courant, mais elle était quand même à distance. Et malgré ça, elle m'a beaucoup soutenue. Au téléphone, on a parlé
Au début, comme tout le monde, elle m'a reproché, mais je lui ai dit que j'étais voilà, j'étais un peu naïve au fait à l'époque. Je ne savais pas ce que je faisais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, elle m'a édifiée aussi parce qu'elle est chrétienne aussi. Elle tient d'ailleurs un ministère et c'est comme ça que elle m'a redirigée vers les parents. Bien qu'elle les a parlé après, mais elle m'a dit de prendre mes responsabilités en main, de parler aux parents, d'assumer. Et c'est comme ça qu'après la crise de maman, elle est revenue, elle a édifié les parents, elle les a fait comprendre. Et tant que grande sœur aussi, elle a eu les mots justes pour les expliquer. Et voilà. Et dans la belle famille, comment c'était? Dans la belle famille, mon mari, il est aîné chez sa maman. Du coup, c'est aussi un peu les chouchous de sa maman. Donc, c'était pas facile de le ravir comme ça parce que là, c'était déjà une manière de le ravir auprès de sa maman, d'une certaine manière. Et sa maman aussi étant responsable, elle n'était pas directement d'accord avec le fait d'avoir un enfant avant le mariage. Mais étant infirmière, sa maman, et étant aussi chrétienne, je pense que ça nous sauve beaucoup d'être chrétienne. Hein? Et c'est comme ça qu'elle a compris aussi par la suite. Et voilà. Ça fait 2 ans et demi. Ok. Oui, Vous avez l'écart de quel âge avec ton mari? 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. Ok, d'accord. Ça se passe bien en règle générale? Oui, en général, ça se passe bien. Mais j'aime pas mentir pour dire que tout est rose. Et ça, c'est ce que je savais peut-être pas avant. J'aurais peut-être aimé savoir ça. Tout n'est pas rose, mais je suis épanouie. Et je me dis toujours, le bonheur vient d'abord de soi. Alors, puisque j'ai ce bonheur, même lorsque ça ne va pas parfois avec mon mari, j'essaye de créer quelque chose de nouveau, remettre les choses en bien. Et c'est de même pour lui, lorsque ça ne va pas, il peut se fâcher, il peut être monté parce que c'est l'homme. Mais après, il revient aussi. C'est la chance que j'ai d'avoir un mari aussi assez compréhensif malgré son autorité. Okay. Oui. Et vous êtes mariée combien? Enfin, après le premier accouchement? Oui, après le premier accouchement. Tu étais allée chez lui, même tu étais toujours chez les parents? J'étais allée chez lui parce que mon père, en fait, il est Louba. Du coup, chez les Louba, c'est tu peux pas accoucher dans ma maison. Et même ses frères n'étaient pas d'accord avec ça. Mais bien avant d'aller chez lui, on a eu à faire une première partie des étapes. C'était la prédot. Il s'est présenté dans la famille, on le connaissait et on a vu que c'était quelqu'un de responsable, on l'a accepté. Et il faudrait dire que je l'ai fait accepter aussi. Et c'est comme ça que juste après, je suis allée chez lui. Et c'est là que j'ai accouché. Mais quelques temps après, je suis revenue chez mes parents pour cette étape qu'on appelle Walé. Je suis revenue chez mes parents pendant 3 mois. Et au moment où je voulais repartir, ma mère a refusé. Elle a dit que je ne pouvais pas repartir parce que dès que je repartais, elle sentait que les choses ne pouvaient plus évoluer dans le sens des étapes qu'on avait à finir à faire pour le mariage. Parce que c'était le projet qu'on avait déjà. Et même ce projet-là, si je peux préciser, il y en avait déjà bien avant entre nous, moi et mon mari. Mais seulement les choses sont arrivées telles qu'elles étaient. Je devais finir mes études qui ont été interrompues. Et voilà, comme il y avait déjà le projet, on est reparti sur ça. J'étais chez mes parents et après quelques mois, on a débuté avec les démarches, les processus du mariage, voilà, jusqu'à arriver au 6 mars, le jour de notre mariage coutumier et civil. Ouais, c'était pas du tout seulement facile. Je pense que ça ne l'a jamais été, même pour ceux-là qui ont tout. Peut-être financièrement, la famille, mais ça n'a toujours pas été facile parce que c'est une organisation qui ne s'est fait pas qu'à deux. C'est beaucoup de trucs en même temps. Du coup, c'était pas facile. On a fait intervenir nos amis, la famille, avec les soutiens de beaucoup de personnes que voilà, ça a été une réussite.
Oui, hein, il y avait beaucoup de stress, Oui. ça c'est vrai, il y avait beaucoup de stress, mais on a essayé de gérer, moi et mon mari, parce que contrairement à moi, lui il est vraiment très posé, il est très confiant, et même lorsque tout semble être compliqué, il te dira que ça va aller. Et au final, ça va toujours. Et même la date du mariage, c'est lui qui l'avait fixée. Je lui ai dit, mais c'est très proche, on ne peut pas tout réaliser en si peu, on a encore besoin de ceci, de cela, de ceci. Il me dit, calme-toi, moi je sais que ça va aller. Et c'était effectivement ça. Et même comme on voit dans toutes les familles africaines, il y a beaucoup d'exigences, il y a les beaux-parents qui vont t'exiger ceci, il y a les parents de mon côté qui vont t'exiger ceci, il y a une liste à faire, de son côté il y a des soins à prendre et voilà. Mais malgré tout, tout s'est bien passé et on a surmonté ça, c'est passé. En vrai, c'était pas facile. Parce que lorsqu'on est déjà dans une situation qui attire les regards, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas fait conformément peut-être par rapport à la lignée, en fait, par rapport à la manière dont les gens voient les choses d'une certaine manière, on se dit, on est peut-être dans une erreur, on se pose beaucoup de questions et quand tu vois les gens te regarder, ça stresse, ça effraie, tu peux même perdre confiance en toi. Comme c'était le cas chez moi, je ne dirais pas que j'ai perdu confiance en moi, mais j'ai failli perdre confiance en moi. Oui, parce que je commençais à me poser beaucoup de questions, je commençais à me dire est-ce que... En fait, moi, mon problème, c'était je me disais est-ce que... Je me posais la question si je vais revenir à ma vie, au fait. Si je veux repartir sur ce que je faisais, continuer d'évoluer comme je le calculais dans ma vie. Est-ce que je vais poursuivre mes études? Est-ce que mon mariage sera comme je l'ai toujours rêvé? Est-ce que j'aurai toujours mes amis autour de moi? Mais malgré ça, j'ai surmonté les regards. Je dirais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'abord la prière et aussi l'édification de ma famille. Ma famille m'a beaucoup soutenue. Comme je disais tantôt, ils étaient aussi pas contents de la nouvelle au début, mais juste après, ils m'ont beaucoup soutenue. Leur amour, leur soutien, leur affection de moi et même de ma grossesse m'avait vraiment remis toute la confiance que je commençais à perdre. Et c'est comme ça que j'avais confiance en moi. Je me suis acceptée. Et c'est au travers de cette acceptation, j'étais là, même quand on me regarde, je me dis, mais c'est normal, c'est normal. Donc, je me suis acceptée dans ma situation et j'ai évolué. Et pendant cette période, il y a un événement particulier qui t'a marqué négativement? Négativement, c'était peut-être les jugements de gens, de certains, parce que ce n'était pas tout, de certaines personnes qui paraissaient proches de moi, mais qui m'ont jugé. Enfin, quand je dis jugé, c'est-à-dire ils ont persévéré dans cette manière de dire que voilà, elle a mal fait, c'est une mauvaise personne. Moi, je me disais qu'on devait quand même me comprendre, parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a des gens qui ont perduré, ça se dit. Il y a des gens qui ont Alors, moi je me disais, il y a des gens, moi je me disais qu'on devait me comprendre, mais il y a des gens qui ont perduré dans cette pensée de se dire qu'elle est mauvaise, elle a mal agi. Surtout mes amis qui étaient vraiment chrétiens, ils se sont dit, voilà, elle a mal fait à l'église, elle a mal fait dans la famille, elle est pas bien éduquée. Alors tout ça, ça me choquait et surtout de voir que tout retombait sur ma mère. Pendant qu'elle avait bien fait son travail, mais c'est moi qui avais fauché. Mais malgré ça, j'ai évolué. Okay. Et positivement? Positivement, c'était le fait de savoir que ce qui arrivait m'a frayé un chemin. M'a frayé un chemin dans le bon. Je me suis mariée avec mon mari. Celui que je voulais déjà avant la grossesse, me marier avec lui parce qu'on avait déjà des projets. On avait des projets et voilà, c'est arrivé. Alors je pense que ça m'a marqué positivement de voir que cette situation-là, que les autres pensaient être négative,
mais ça m'a apporté quelque chose de bien. Aujourd'hui, j'ai ma famille, mon mari, mes enfants, un foyer et surtout à ce jeune âge, satisfaite. Après le mariage, en tout cas, tout était rose, hein. Tout était rose, tout était bien avec mon mari. En tout cas, c'est ce qu'on s'attendait. Alors, on était heureux, on était joyeux, on est toujours heureux. Voilà, c'est un peu ça. Ok, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Alors, les choses que tu as appris dans le mariage que tu aurais aimé savoir avant. Quelles sont les choses que tu as appris une fois femme mariée que tu aurais aimé savoir avant? J'aurais aimé savoir que, étant femme mariée, on a beaucoup de responsabilités qu'on n'avait pas quand on était seul ou encore célibataire ou pas marié. Il y a beaucoup de responsabilités d'abord et il y a aussi beaucoup d'énergie à donner. Parce que le mariage, c'est un peu comme une aventure. Au début, moi, je me disais, je ne pensais pas comme ça. Pour moi, le mariage, c'était les mariages, mari, femme, heureux, point barre. Mais en fait, les mariages, comme le dit souvent ma belle-mère, c'est une aventure. Je l'ai tiré d'elle. C'est-à-dire, même lorsque tu vois les choses d'une certaine manière, tu te dis, je dois jouer un rôle. Je dois jouer un rôle pour que cette chose se passe de cette manière. Et c'est ce rôle-là que moi, je ne savais pas. Pour moi, je devais vivre à la normale. Mais ça devenait un monde de plein de réflexions, plein d'engagements, plein de responsabilités. Et voilà un peu. Ok. Et des choses spécifiques, je ne sais pas, par rapport à la gestion des finances, par rapport à la gestion des conflits que tu as appris seulement une fois mariée? Une fois mariée, tu deviens, premièrement pour moi, je trouve, tu deviens une femme de prière. Parce que sans la prière dans le mariage, c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué parce que le mariage, c'est une institution divine que le diable, malheureusement, combat souvent. Et dans le mariage, il ne manque pas des disputes, des problèmes, des malentendus. Alors, il faudrait être capable de savoir gérer ça. Et c'est au travers de la prière. Après la prière, il faudra avoir un niveau de compréhension assez élevé. Il faudra avoir un grand cœur. Pour ma part, pour être une femme, il faudra avoir vraiment, comme on dit, c'est-à-dire un grand cœur, un cœur qui supporte, un cœur qui aime. Quand je dis aime, en tout cas, je vous assure que c'est plus que de l'amour normal. Ça devient l'amour par décision. Moi, j'ai toujours dit l'amour, il y a deux phases en fait. Il y a l'amour comme sentiment et il y a l'amour pour décision. Alors, tu dois être assez futé dans ça. Et aussi être une bonne gérante. Hein? Être une bonne gérante parce que tu dois aider ton mari. Les maris souvent, les hommes souvent, ils sont beaucoup plus dans les réflexions intellectuelles, dans les réflexions du travail. Mais dès le retour à la maison, c'est la femme qui prend la relève, c'est la femme qui gère la maison. La femme, elle aide son mari. La femme, elle aide son mari à gérer les finances. La femme, elle aide son mari à gérer sa poche, son compte. Elle aide son mari à gérer la maison. Voilà. Même à gérer ses relations. Voilà. Alors, je vais te donner certains mots que tu vas nous définir en un mot. Comment est-ce que toi, tu définis ces mots que je vais te donner? Premièrement, la femme. En un mot, qu'est-ce que tu peux dire? L'accomplissement. Accompli. Okay. Mariage. En un mot? Oui. En un mot? Si je dis amour, on parlera d'amour encore. Ouais. Mariage, en un mot. Non, mais tu peux dire un mot. Responsabilité. Si ok, responsabilité. Oui. Alors, amour. Décision. Fidélité. Loyauté. Et aussi, j'aimerais que tu puisses nous donner une différence entre la femme et la fille. C'est quoi la différence entre être une femme et être une fille? Alors, sur leur point de convergence, avant de séparer la différence, je dirais que ce sont des êtres féminins, toutes. Seulement, la fille, elle est jeune et immature. Mais la femme, par contre, elle peut être jeune ou encore en âge avancé,
mais elle est beaucoup plus mature et elle est accomplie, comme je l'ai dit tantôt, elle est accomplie. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de valeurs maintenant au-dedans d'elle, elle a beaucoup d'enseignements, elle a grandi, elle est mûre, et voilà, elle est accomplie, elle connaît beaucoup, elle a de quoi transmettre à ses enfants. Parce qu'une femme sans valeur, sans éducation, sans quelque chose dans la tête, sans être instruite, pour moi, ce n'est pas une femme. Quand on parle de femme, on voit l'accomplissement. Donc, c'est un peu ça. Et toi, tu t'es mariée femme ou fille? Tu t'es mariée mature ou c'est venu avec le temps? Sincèrement, je me suis mariée fille. Et c'est dans les mariages que j'ai beaucoup mûri. Beaucoup alors. Et c'est pourquoi je remercie mon mariage. Voilà. Donc, tu t'es mariée immature. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que avant ça, j'étais naïve. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment bien voir les choses, bien voir la réalité de certaines choses et voir peut-être quelques erreurs que j'aurais pas fait avant. Aujourd'hui, elles sont rectifiées et Comme voilà. quoi, je suis curieuse quand même. Les erreurs, je dirais, c'est simplement la manière de faire les choses. Parce que je ne regrette pas mon enfant ou mes enfants. Je ne regrette pas mon mari. Je ne regrette pas ma date de mariage. Mais je me dis peut-être que si j'avais procédé d'une autre manière, ça aurait été mieux. Ça aurait évité le choc de ma mère. Ça aurait évité telle ou telle situation. Mais je regrette pas quand même d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors, il y a sûrement beaucoup de jeunes femmes qui vont nous suivre, beaucoup de filles qui vont nous suivre. Comment est-ce qu'elles peuvent savoir qu'elles sont prêtes pour le mariage? Être prête pour le mariage, c'est, comme on disait, la maturité. Et la maturité, déjà dans sa définition, c'est, ou encore une personne mature dans sa définition, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Alors, pour savoir qu'on est prête pour le mariage, c'est juste la réflexion. La réflexion engage la patience. La réflexion engage la sûreté de ce qu'on fait ou de ce qu'on se prépare de faire. La réflexion engage la sûreté de la personne qu'on veut s'engager, la connaissance de ce qu'on veut faire, la connaissance de la personne qu'on veut s'engager avec. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regrettent leur mariage parce qu'elles n'ont pas connu qui était en vrai leur mari, elles n'ont pas connu ce que c'était en vrai le mariage et ce n'est pas tout le monde qui s'adapte facilement. C'est pourquoi souvent on retombe au divorce à cause de ces choses. Donc voilà un peu. D'accord, parce que tu as dit le mariage c'est la responsabilité, c'est l'engagement et tout ce qui va avec. Il y a sûrement des dangers ou des désavantages d'être mariée immature ou encore fille ou encore pas très prête. Quels sont ces désavantages d'être mariée immature? Sûrement tu l'as vécu parce que tu as dit que tu t'es mariée. Les désavantages, c'est le fait le désavantage, arrive au moment où tu es dans le mariage et puis tu te rends compte que, par exemple, tout n'est pas rose comme tu le calculais. Le fait d'entrer dans le mariage et que tout te soit balancé sur la face comme ça, sans le connaître, et tu te dis, je le calculais autrement, et ça peut même t'emmener à être désespérée, à être mécontente, à être malheureuse. Mais voilà quoi, tout dépend aussi de la manière dont tu t'adaptes dans les situations. Comme c'était pour mon cas, malgré tout ce qui pouvait m'arriver, je savais comment gérer, comment m'adapter. Je me dis, bon, c'est normal, toutefois, dans la vie, tout ne se passe pas comme on s'attend. Et tu t'adaptes, tu arranges les choses, tu avances et voilà. Okay. Moi, je connais pas mal de gens qui sont mariés. Comme tu le dis, c'est qu'en règle générale, surtout pour nous les femmes, on a trop d'illusions lorsqu'on entre dans le mariage. Après, il y a une amie qui raconte récemment, en fait, dans le mariage, c'est parfois des discussions bêtes. Vous pouvez vous disputer pour un verre, vous disputer à cause des chaussures. Alors, toi, la discussion la plus bête jusqu'ici que tu as eue avec ton mari, c'était laquelle? Raconte-nous un peu comment c'était. En tout cas, ça ne peut pas passer inaperçu dans ma tête. Ok. C'était pendant ma deuxième grossesse. Un jour, les envies de grossesse. J'ai dit à mon mari, je veux manger un burger.
Il y avait la nourriture à la maison, mais c'est vraiment tout ce que j'avais envie de manger. Et bon, étant un bon mari, il me dit d'accord, on va commander. J'en prends 2 parce que ça me donne envie et on va manger. Le livreur arrive, on reçoit notre colis, on mange. Mais quelques minutes juste après, il faudrait dire que c'est moi qui ai provoqué, mais c'était sans faire exprès. Quelques minutes juste après, j'ai encore eu envie de manger un autre burger, malgré que je venais d'en manger. Et c'est là qu'il me dit, c'est pas du tout normal. Le livreur venait d'être là. On a passé la commande. Ça même traîné, on s'est plaint. Tu pouvais modifier. Mais après, j'ai tenu tellement à ce qu'on passe une autre commande qui s'est fâché. Et c'était vraiment un très gros problème. On ne s'est pas parlé de toute la journée. Il m'a même dit, bah, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi parce que c'est de trop, je supporte plus les caprices. Je me dis, mais à cause de ça, je dis, oui, mais moi je veux ça. Je me suis imposée et c'était ça le problème. Mais après, on s'est quand même entendu. Et finalement, tu as eu ton burger ou pas? Non, j'ai pas eu mon burger. Oui, parce que ça causait un problème et plus tard, d'autres jours après, j'ai eu. Mais ce jour-là, pour lui, c'était vraiment incompréhensible. C'était inacceptable parce que les livreurs étaient venus. On a passé la commande ensemble. Tu pouvais en commander 5. Mais tu dis 1 et puis on fait revenir. Pour lui, c'était inacceptable. Alors, voilà. Ok. Alors, comment ça se passe en belle famille? Comment tu gères la gestion de la belle famille? La belle famille, au début, c'était pas facile, qu'on m'accepte même. Mais c'était pas à cause de ma mauvaise personne, non. C'était justement, comme je le disais tantôt, déjà que mon mari, c'était un fils chéri de sa maman. Aîné, mais fils chéri de sa maman. Et du coup, ça nous a même ramené à un certain moment, peut-être quelques disputes, comme on l'entend souvent dans les belles familles. Mais après, je me suis dit, c'est ma famille. Dès que je suis mariée à mon mari, je me marie aussi d'une certaine manière à sa famille, parce que lui, il est soudé à sa famille. Je dois être soudée à sa famille aussi. Essayer de m'adapter à leur mode de vie, bon, à la mesure du possible. Et c'est comme ça que j'ai compris aussi que pour être aimé, il faut donner beaucoup d'amour. J'ai commencé à donner beaucoup d'amour, à être compréhensif, à banaliser les petites choses. Pour Baloba qui j'ai banalisé. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout va bien. Il y a l'ambiance familiale, on se comprend, on s'appelle, on partage des moments de fête, on se soutient et voilà, comme ça, ça évolue. Alors, de conseils à donner à certaines personnes qui vivent des situations compliquées avec leur belle famille? Le conseil à donner, c'est de savoir par moment s'oublier, d'essayer à satisfaire les autres. Parce qu'au fait, bon, quand c'est raisonnable, hein, essayer à satisfaire les autres, quand c'est raisonnable, donner beaucoup d'amour surtout. Parce qu'il y a une chose que je ne comprenais pas avant que j'ai compris, et dans les mariages et dans ma belle famille, c'est que les problèmes ne se règlent qu'avec de l'amour. Il y a un de mes mentors spirituels qui me disait souvent, mais Grady, les problèmes ne se règlent qu'avec l'amour. Moi, je lui disais, c'est inconcevable. Comment? Oui, moi, je vais donner l'amour, mais si la personne veut son problème. Mais c'est là que je réalise que plus tu donnes de l'amour, plus tu te donnes aux autres, que les autres se donneront à toi, que les autres t'aimeront, que les autres te comprendront. Quand tu comprends, on te comprend. Tu donnes de l'amour, même si par la première fois, ça ne donne pas, continue. Toi, donne-toi, fais ce que tu as à faire. Et le reste, c'est Dieu qui juge. Hein. Ok, voilà. Donc le conseil, c'est juste avoir de l'amour envers sa belle c'est famille. de savoir, c'est donner l'amour, voilà. Ok, et comment tu gères ta vie étant qu'épouse et mère? Gérer ma vie étant qu'épouse... D'abord, il faut souligner, tu es mère, épouse, tu étudies, tu fais le business. Ça fait pas beaucoup ça? Si, ça fait beaucoup. Oui. Et même j'ai par moments des difficultés, mais j'essaie de gérer. J'essaie de gérer mon temps surtout, parce que le premier problème se trouve au niveau du temps. J'essaie de gérer mon temps. Très souvent, je suis... on ne peut jamais me demander l'heure sans que je le sache. Parce que tout le temps, je regarde l'heure. J'ai un timing précis de tout ce que je fais maintenant. Je sais que c'est quand je me réveille le matin, les enfants doivent manger.
Mon mari doit manger, lui d'abord d'ailleurs. Mon mari doit manger, les enfants doivent manger, le ménage. Dès que je finis, je vais au boulot, je vais aux études juste après, je rentre, je dois donner l'affection à mes enfants. Voilà, donc c'est une gérance de temps. Aussi une gérance d'énergie, parce qu'il faudrait dire que ça fatigue. Par moment, tu peux te dire de laisser une charge, mais c'est impossible parce que tu dois remplir toutes ces charges. Quand tu prends pas soin du mari, il se plaint, surtout lui, c'est le premier bébé de la maison. Quand tu prends pas soin des enfants, déjà c'est presque impossible parce que tu les verras là en train de venir vers toi, tu es obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Et quand tu fais pas le ménage, c'est tout le monde qui se plaint. On veut la maison propre. Mais tout ça, c'est la maman qui fait. Donc, tu dois être plein d'énergie, plein de gérance de temps, plein de savoir-faire aussi. Et voilà, les 3 choses clés pour arriver à gérer toutes ces choses. Okay, j'espère qu'elles ont pris note. Hein. Se marier, c'est pas facile. Pas du tout. C'est pas seulement le bon côté. Là, on voit les photos, les shootings. Vraiment. Il y a aussi cet autre côté-là, en fait. Et c'est quoi ton plus grand rêve étant que femme, d'abord? Mon plus grand rêve étant que femme, c'est de rester épanouie et amie de mon mari. C'est ça mon plus grand rêve. Et professionnellement parlant? Professionnellement parlant, mon plus grand rêve serait de réussir dans mes entreprises, parce que je ne suis pas du tout beaucoup plus bureaucrate, mais un peu plus business. Du coup, dans mes entreprises, j'aimerais réussir, exceller, parce que j'en ai comme ça plein de projets. Okay. Et avant le mariage, tu avais sûrement des rêves. Donc, quand tu grandissais, si on peut dire ça comme ça, et aujourd'hui, en tant que femme et mère, ça a un peu modifié tes rêves ou c'est toujours allé comme ça? Pas tellement, ça n'a pas tellement modifié mes rêves. Je connaissais juste pas avec qui j'allais me marier, mais quand j'apprends que c'est tel homme, on évolue. Et donc, ça ne modifie pas trop. Bon, tu as posé la question sur le rêve en question. Et du coup, mon plus grand rêve étant que femme et mère serait de voir ma famille, mon foyer épanoui, les voir heureux, les voir réussir. C'est mon plus grand rêve. Parce que dès que mon mari ou mes enfants peuvent se plaindre d'un petit truc, moi, je suis dérangée plus que eux. Vous voyez un peu. Du coup, mon rêve serait juste qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent leur place dans la société, qu'ils soient heureux. Voilà un peu. Qu'ils réussissent et voilà. Sûrement, quand on grandit, on a tous une certaine image de l'homme qu'on aimerait avoir pour époux. Ça me fait penser au truc qu'on voit sur TikTok. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai eu. Toi, c'était quoi au fait? C'est vraiment ce à quoi tu t'attendais ou... À 90%. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un mari plus élancé que moi. Oui, il est plus élancé que moi. Un mari pas noir, pas très clair, un teint vraiment café et tout au milieu là. Il est comme ça. Et du coup, un mari responsable, il est. Un mari attentionné et un mari, comment je dirais, autoritaire, il est. Et voilà, ça me satisfait, c'est donc à 90%. Alors, tu peux dire aujourd'hui que tu as réussi? Oui, j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi. Je dirais que j'ai réussi. J'ai réussi à 90% aussi. Comment tu définis la réussite? La réussite, pour moi, c'est arriver à faire les choses comme on le souhaite, arriver à remporter une certaine victoire sur ses projets, sur ce qu'on a d'édu dans sa tête à faire. Et c'est quoi ta plus belle réussite jusqu'ici? Mes enfants. Okay. Oui. Comment elles s'appellent? Elles sont 2 filles? Oui, c'est 2 filles. Okay. Comment elles s'appellent? Il y a Alia Gabriel et Athénaïs Emmanuel. Alia, c'est un nom composé déjà, c'est Alia Gabriel. Alia, c'est grand esprit
Et Gabriel, on voit l'ange Gabriel qui représente Dieu, alors le grand esprit de Dieu, l'esprit supérieur avec Dieu. Et Athénaïs, Emmanuel, Athénaïs, c'est un nom tiré d'une déesse de la force. Alors, Emmanuel, c'est Dieu, alors on dira la force des dieux. Et ce nom-là, on lui a donné ça parce qu'elle est née dans des conditions un peu compliquées, elle était prématurée, et quand elle a survécu à tout ça, on s'est dit, elle est forte. Et sa force n'était pas pour rien, c'était une force divine, alors on s'est dit de l'appeler Athénaïs Emmanuel. Wow, inspiration, hein? J'espère que vous en aurez. Alors, oui, c'est quoi ton plus beau souvenir étant que femme d'abord? Mon plus beau souvenir étant que femme, c'est le jour de ma demande en mariage. Parce que j'étais tellement surprise. Contrairement aux autres, je ne savais rien. Je ne savais rien. J'étais vraiment au courant de rien et cette surprise m'a beaucoup marquée. Ok, comment c'était? Les femmes, on aime bien les demandes en mariage. Pourquoi? Bon, oui, parce que c'est une démonstration d'amour, d'engagement. Et ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire à lui. Alors, je pouvais me douter de rien. Je me disais, s'il y aurait quelque chose, ce serait pour lui et non pour moi. Mais c'est le jour qu'il avait choisi, c'était le 8 mars 2020. C'est le jour il est né le 8 mars, alors c'était déjà un jour de fête pour toutes les femmes. Je me disais, même s'il osait faire quoi que ce soit, ce serait étant que femme. Donc, je me doutais de rien du tout. Alors, ce jour-là, je lui ai dit, bah voilà, c'est ton anniversaire, j'étais enceinte. Et il m'a dit, je ferai rien, je ferai pas grand-chose. Peut-être qu'on va se voir, on va s'asseoir, on va partager un verre, c'est tout. Je dis, mais seulement, tu veux pas qu'on invite des gens, tu veux pas qu'on sorte? Il me dit, non, pas du tout, je veux rien faire. Et toute la journée, il n'était pas là. Il était presque même pas au téléphone. Et les après-midi, il me dit, bon, finalement, je me suis dit qu'on va essayer de faire quelque chose. Déjà, avec ton état, tu dois sortir, tu dois quand même faire quelques trucs. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, d'accord, on le fait. J'ai juste mis une robe en pagne que j'avais pour femme enceinte. Et c'est comme ça que je l'ai rejoint. Arrivé là où il était, bon, certes, son accoutrement était un peu trop chic, mais je me disais, bon, peut-être que c'est son anniversaire, après tout. Donc, ça disait rien, ça ne signifiait rien de si grave pour ma demande en mariage. Et il me dit, bon, j'ai parlé avec un ami, il a tellement insisté, il veut qu'on fasse des photos pour cette occasion, et surtout que tu es enceinte, tu vois les photos un peu avec les femmes enceintes, stylées et tout comme la tendance. Alors, je me suis dit, bon, on va le faire. Mais je suis moche avec mon visage. Je me dis, non, j'ai une amie qui est maquilleuse. Alors, je peux l'appeler même par surprise, hein, tu vois, elle va comprendre. Déjà que les maquilleuses ces derniers temps, tu dois caler le rendez-vous et tout. Il a appelé, allô, Priska, je vais passer chez toi pour que tu maquilles ma femme. Et c'était pas au salon, hein, c'était pas au salon. Du coup, on est parti à la maison chez elle. Arrivée, elle était habillée à la normale. Elle me dit même qu'elle venait de se réveiller. Je dis, oh, désolée de te déranger. Et ensuite, elle m'a maquillée. Elle avait tous ses matériels à la maison. Après ça, on est sorti. On a pris notre transport normalement. On est arrivé à un endroit où c'était un restaurant. Oui. Enfin, c'était un immeuble. Je n'étais jamais allée là-bas. Il me dit qu'à l'intérieur, il y a un restaurant. Non, rectification. Oui. Et lorsqu'on était en chemin, il me dit, on passait vers la route du fleuve. Il me dit, j'ai tellement faim, depuis le matin, j'ai pas mangé. Et moi, j'avais vraiment pitié pour lui. Je me suis dit, mais ton anniversaire, t'as rien mangé. En plus, moi, j'ai plus rien faire avec mon état. Mais bon, ok, on va se trouver quelque chose. Un shawarma et tout ça. Et c'est comme ça que je dis, bon, d'accord, pour toi surtout, parce que moi, avec mon maquillage, je peux plus manger. Je vais manger qu'après la séance photo. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On descend pour aller se trouver un petit shawarma. Et il me dit qu'il y a un restaurant dans le coin. On entre, on monte les escaliers. Arrivé là, je voyais personne encore. Et c'est quand je tourne que je vois une amie, une des jumelles qui était là. Je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais là? Et je tourne, je commençais à voir des gens que je connaissais. Je me suis dit, mais c'est une coïncidence. Ou bien quoi? Eh ben, tout le monde était là. Et quand je retourne pour lui dire, mais attends, c'est à toi qu'on fait sûrement la surprise d'anniversaire. Et en retournant, je le vois à genoux avec la bague. Tu veux m'épouser? Je me dis, mais attends, sérieusement? Et j'ai fondu en larmes. Ouais, mais moi, j'ai failli fondre. Et c'est comme ça que j'étais à fond de l'histoire, quoi. C'est comme ça que tout est parti. Ok. Et ton plus beau souvenir étant que mère?
Mon plus beau souvenir étant que mère, c'est inoubliable. C'est la minute où ma première fille est sortie. C'était plein de douleur, mais juste après, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de douleur, il n'y avait que la joie de l'avoir dans mes bras. Les projets d'avenir? Les projets d'avenir, il y en a plein. Ouais. Il y a un grand restaurant que je veux lancer pour bientôt sur le nom de Sitini, un restaurant congolais, mais bien fait, propre, et c'est un projet qui va aller comme ça dans beaucoup de coins de la ville. Et il y a aussi le podcast, un podcast où nous allons parler, comme le vôtre peut-être, où nous allons parler de l'histoire, des vies, mais seulement, ça sera beaucoup plus sur les plans professionnels, sur la réussite des gens, mais pas seulement les grands tout comme les petits, pour aussi savoir édifier ceux qui le suivront, pour pouvoir se pointer dans ce qu'ils pourront retrouver dans l'émission pour s'édifier à évoluer dans leur domaine précis. Je dirais à la jeunesse en général d'être assez responsable, parce que la responsabilité ne commence pas que lorsque c'est face à nous, lorsqu'on est marié ou quoi que ce soit, d'être aussi assez futé, de beaucoup apprendre sur ce qui nous aidera dans le futur, parce qu'il ne faudrait juste pas attendre au moment où on a le marteau sur l'enclume. C'est ça? Ouais. Le marteau sur l'enclume, qu'on doit commencer à réfléchir. Alors la réflexion vient avant, prendre ses responsabilités en main, beaucoup apprendre, beaucoup étudier. Quand je dis étudier, je ne vois pas les études comme l'école, mais l'étude de la vie, quoi. Donc essayer de voir déjà les choses en avance, essayer d'être cultivé et aussi beaucoup plus la prière. Bon, moi je dis la prière personnellement parce que c'est la prière qui m'a beaucoup aidée dans mes combats, dans les combats pendant ma grossesse, dans les combats pendant mon mariage, et par là j'ai déduit qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous sortir des situations même les plus compliquées de la vie. Donc peu importe la situation à laquelle tout le monde peut traverser, on doit se dire qu'il y a toujours une solution. Et Dieu est parmi les premières solutions. Il y a aussi le courage, il y a l'acceptation de soi qui nous fait passer à côté de tout ce que les gens peuvent dire. Quand tu t'acceptes, tu t'assumes, tu avances et tu verras que les regards de gens ne veulent rien dire par rapport à ce que tu sais de ta vie. Et voilà. Et à toutes ces jeunes femmes qui ont aujourd'hui des enfants hors mariage, enfin avant le mariage, quel conseil peux-tu leur donner aujourd'hui? Les femmes qui ont les enfants hors mariage, je les dirais de ne pas se décourager parce que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Par moment, même à ceux-là qui nous jugent, ça peut leur arriver aussi. Alors, lorsque ça arrive, de prendre courage, de s'accepter et de continuer à vivre sa vie comme auparavant. Certes, beaucoup de responsabilités, mais toujours être épanouie, toujours être heureuse, toujours être en train d'apprendre, d'évoluer, de se former, d'être dans les activités, dans ce qu'on aime, dans le travail qu'on aime, de chercher un travail pour aussi que ça n'ait pas des répercussions sur nous par la suite. Et quand on se donne de la valeur, on a toujours des gens valeureux qui viennent à nous aussi. Lorsqu'on se laisse comme ça, dépourvu de notre sort, c'est comme ça que les gens peuvent d'ailleurs continuer à s'éloigner de nous. Toujours plein de courage. Oh, d'accord, merci pour ce conseil. Alors, un mot de la fin? Un mot de la fin, je remercie la plateforme qui m'a reçue et j'ai beaucoup aimé le cadre de Face TV, un beau cadre. Enfin, je remercie la plateforme Meta Raconte qui donne l'opportunité, je dirais, à beaucoup de monde, aux jeunes filles, aux mères, aux hommes même, d'être édifiés par rapport à tout ce qui est raconté ici, les vraies réalités de la vie qui peuvent aussi leur faire avancer. Et je dis merci aussi à la plateforme qui nous a reçus, très beau cadre, j'aime bien. Et voilà, je remercie aussi toute l'équipe de Face TV, c'est ça, Face TV, et j'encourage
toute la population congolaise et même extérieure à venir nous rejoindre dans ces bons moments que nous partageons ensemble, en direct, tout comme avec nous ici, tout comme sur nos postes téléviseurs, sur nos téléphones, sur Internet. Connectez-vous massivement parce que c'est des merveilleux moments qu'on partage ici. Merci beaucoup. Merci bien, mais on ne peut pas arrêter sans que tu aies droit à tes dédicaces, au caillou, comme chez nous on dit. Mes dédicaces, je salue mon mari, mon très cher mari, qui s'appelle Glody Mbaya, et mes enfants Alia et Athénaïs Emmanuel. Aussi ma famille, ma mère qui m'a beaucoup soutenue, Marlène Chungo et mon père. Gros bisous. Sans oublier ma soeur. Et je ne peux pas oublier ma belle famille, une famille qui m'aime beaucoup. Des gros bisous.